Mon père a porté un toast à tous ses enfants, qui ont réussi, puis il s'est moqué de moi. Alors, je lui ai laissé quelque chose qu'il regretterait. L'enveloppe dans mon sac à main contenait suffisamment de preuves pour détruire la vie de mon père, mais j'ai failli ne pas les utiliser. 29 ans. À être la déception de la famille m'avait appris à ravaler l'humiliation, à sourire face à la cruauté, à accepter que l'amour de Victor Whitlow était quelque chose que je ne mériterais jamais. Puis il s'est levé à sa fête d'anniversaire et a dit à une salle comble que j'étais la preuve que toutes les graines ne prenaient pas racine, et quelque chose s'est brisé net. Pas cassé, brisé net, comme un élastique tendu. À l'extrême, libérant d'un coup toute cette énergie accumulée. Ils ont ri à sa plaisanterie. Ces gens, qui ne savaient pas que leur hôte parfait avait bâti sa fortune sur des enfants volés et des documents falsifiés. Ils ne savaient pas que sa fille décevante avait passé des mois à découvrir chaque détail sordide de son passé, mais ils étaient sur le point de l'apprendre parce que parfois l'enfant que vous sous-estimez est celui qui a hérité de vos instincts de survie. Ainsi que de votre capacité de vengeance. Juste avant que nous y revenions, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Je n'avais pas mis les pieds dans la maison de mon père. Depuis près de 4 ans, et en me tenant dans le hall en marbre maintenant, je me souvenais exactement pourquoi. L'endroit sentait toujours le parfum cher et la déception. Chaque surface brillait de cette sorte de perfection stérile qui crie l'argent mais murmure le vide. Mon nom est Camille Witt. J'ai 29 ans, et je gagne ma vie comme ingénieur logiciel qui s'est reconverti dans l'entrepreneuriat minimaliste, lignes épurées, solutions simples, pas de complications inutiles, tout ce que ma famille n'était pas. La culpabilisation qui m'a amené ici était une gracieuseté de ma sœur, Belle, qui m'avait appelé il y a 3 semaines, sanglotant sur le fait que le 62e anniversaire de père allait être gâché si je ne venais pas. Elle avait utilisé toutes les tactiques de manipulation du manuel, des fausses larmes au chantage affectif sur l'héritage familial. J'aurais dû raccrocher, au lieu de cela, j'ai acheté un billet d'avion. La maison bourdonnait déjà d'invités quand je suis arrivé. Des hommes en costume cher se pressaient autour du bar. Leurs femmes drapées de bijoux qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. C'étaient les gens de père, associés d'affaires, amis du country club, le genre de foule qui mesurait le succès en portefeuille d'actions et en maison de vacances. J'ai repéré ma famille. Immédiatement. Ils avaient cette allure Whitlow, cette façon particulière de tenir leur menton haut comme s'ils posaient pour des appareils photo invisibles. Everett, mon frère aîné de 33 ans, se tenait près de la cheminée, racontant une histoire qui faisait rire tout le monde. Il avait toujours été l'enfant chéri. Droit à Harvard, cabinet prospère, marié à une femme qui semblait sortie d'un magazine, tout ce que père voulait d'un fils. Everett a croisé mon regard et a hoché la tête, son sourire ne faiblissant jamais, mais j'ai vu le léger resserrement autour de ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce que je vienne réellement. Belle était de l'autre côté de la pièce, téléphone à la main, documentant probablement chaque instant pour ses abonnés Instagram. À 27 ans. Elle avait fait de sa beauté une carrière. Des centaines de milliers de personnes suivaient son contenu sur son style de vie, la regardant boire du café cher et porter des vêtements qu'elle obtenait gratuitement. Elle était la princesse de père, la fille qui ne causait jamais de problème, qui souriait toujours pour les appareils photo. Lionus, mon frère cadet de 25 ans, était assis tranquillement dans un coin avec un livre. Il avait toujours été le mystérieux, l'observateur. Pendant que nous autres nous battions pour l'attention de père, Lionus semblait se contenter de se fondre dans le décor. Il a levé les yeux quand je suis entré, et pendant un instant, son visage sérieux s'est éclairé de quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Je m'étais habillé avec soin pour ce soir, une simple robe noire qui disait « J'ai ma place ici sans trop en faire ». Mais je me sentais quand même comme une imposture. Je l'avais toujours été dans cette maison. En grandissant, j'étais la différente. Pendant qu'Everett faisait du sport et ramenait des 20 sur 20. Je peignais et écrivais de la poésie. Pendant que Belle maîtrisait l'art d'être charmante. Je posais des questions embarrassantes. Pendant que Lionus faisait tranquillement ce qu'on attendait de lui, je remettais tout en question. Père n'a jamais su quoi faire de moi.
Je n'étais pas le fils qu'il pouvait exhiber au country club, n'était pas la fille qu'il pouvait parader au gala de charité. J'étais juste là, la pièce étrange qui ne cadrait pas avec le portrait de famille parfait. Camille? La voix de maman a interrompu mes pensées. Sylvia Whitlow s'est approchée gracieusement, son sourire éclatant, mais ses yeux prudents. À 58 ans, elle était toujours magnifique, mais je pouvais voir la tension autour de sa bouche, la façon dont elle se tenait trop précautionneusement. Je l'ai laissé m'étreindre, respirant son parfum familier. Pendant un instant, j'avais de nouveau 8 ans, courant vers elle après que Père eut dénigré un autre de mes dessins. « Je suis si contente que tu sois venue », a-t-elle murmuré. Il a été difficile ces derniers temps. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, la voix de Père a retenti à travers la pièce. Eh bien, regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence. Victor Whitlow commandait l'attention sans effort. À 62 ans. Il était toujours imposant, grand, large d'épaules, avec des cheveux argentés qui le faisaient paraître distingué plutôt que vieux. Son sourire était chaleureux pour le bénéfice de ses invités, mais ses yeux, quand ils ont croisé les miens, étaient froids. « Bonjour, Père », j'ai gardé ma voix égale, neutre. « Camille est notre petite entrepreneuse », a-t-il annoncé à la salle, et j'ai entendu la subtile moquerie dans son ton. Elle fait des sites web ou quelque chose comme ça. Le dénigrement m'a piqué, même si je m'y attendais. J'avais bâti une entreprise de conseil prospère, avait des clients sur 3 continents, mais pour Père, si ce n'était pas le droit ou la médecine ou quelque chose dont il pouvait se vanter au country club, cela n'avait pas d'importance. Je me suis retiré dans la cuisine, ayant besoin d'un moment pour respirer. Le personnel était occupé à préparer le dîner, et j'ai pris un verre d'eau, essayant de me recentrer. Mon sac à main était posé sur le comptoir, et je pouvais sentir le poids de l'enveloppe à l'intérieur. Je l'avais porté avec moi pendant des mois, attendant le bon moment. Ce soir semblait être ce moment. Le dîner fut annoncé, et nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger. La table était dressée avec la belle porcelaine de maman, des verres en cristal captant la lumière du lustre. Je me suis retrouvé assise entre Lionus et l'un des partenaires d'affaires de Père, un homme qui a passé tout le premier plat à parler de son jeu de golf. Père était assis en bout de table, tenant la vedette comme toujours. Il racontait des histoires sur ses dernières acquisitions immobilières, ses projets de retraite imminents, sa fierté des réalisations de ses enfants, enfin, des réalisations de certains de ses enfants. Everett vient de gagner une autre grosse affaire, a-t-il annoncé, levant son verre de vin. Et le nombre d'abonnés de Bell vient d'atteindre un demi-million. Pouvez-vous imaginer? Un demi-million de personnes voulant voir ce que ma fille déjeune. La table a ri. Belle a rougi joliment et a agité la main. D'un air dédaigneux, mais je pouvais voir à quel point elle était satisfaite. Et Lionus, a poursuivi Père, obtient son diplôme avec la plus haute distinction ce printemps. Majeur en physique, prévoyant de se lancer dans la recherche. Lionus a hoché la tête modestement tandis que la table murmurait ses félicitations. J'ai senti une torsion familière dans mon estomac, ce vieux sentiment d'enfance d'attendre que mon nom soit appelé, sachant qu'il ne le serait pas. Camille réussit bien aussi, a dit maman doucement. Son entreprise est très prospère. Le sourire de Père s'est resserré presque imperceptiblement. Bien sûr, qu'elle l'est. La conversation a continué. Je picorais ma nourriture, hyper consciente de chaque son, de chaque regard. C'était pour cela que j'étais resté à l'écart, ce sentiment d'être invisible, de ne pas compter, d'être toléré plutôt que bienvenu. Après le dîner, nous sommes passés au salon pour le dessert et le café. Les amis de Père ont continué leur conversation sur les actions et les vacances tandis que la famille se regroupait sur les coûteux meubles en cuir. C'est alors que Père s'est levé, son verre de vin à la main. J'aimerais porter un toast, a-t-il annoncé, et la pièce s'est tue. À la famille, au succès. À la prochaine génération qui perpétuera l'héritage Whitlow. Il a regardé autour de la pièce, ses yeux s'arrêtant sur chacun de ses enfants à tour de rôle.
Quand son regard m'a atteinte, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier, déception, dégoût, quelque chose de plus sombre. Ah mais incroyable. Enfant, a-t-il poursuivi, sa voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. Ah. Everett, qui me rend fier chaque jour par son succès en droit. Abel, qui a transformé ses dons naturels en un empire. Alionus, qui va changer le monde avec son esprit brillant. Il a marqué une pause, et j'ai senti mon cœur commencer à battre la chamade. La pièce était complètement immobile. Tout le monde suspendu à ses paroles. Et à Camille, a-t-il dit finalement, ses yeux rencontrant les miens à travers la pièce, le rappel de notre famille que toutes les graines ne prennent pas racine. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis quelqu'un a ri un rire nerveux. Gêné qui s'est propagé dans la pièce comme une traînée de poudre. Les partenaires d'affaires de père ont ricané et hoché la tête. Pensant probablement que c'était une sorte de plaisanterie familiale privée. Le visage de maman est devenu blanc. Sa tasse de café cliquetant contre sa soucoupe alors qu'elle la posait. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. L'humiliation m'a brûlé. Vive et aiguë, et dévastatrice. 29 ans, et mon père venait de me déclarer publiquement un échec, une déception, une erreur. Mais sous la blessure, quelque chose d'autre montait, la rage, une rage pure, cristalline qui tranchait. La douleur comme une lame. Je me suis levé lentement, sentant tous les yeux de la pièce sur moi. Mes mains étaient assurées lorsque j'ai fouillé dans mon sac à main et sorti l'enveloppe que je portais. J'ai traversé la pièce, mes talons claquant sur le parquet, et j'ai placé l'enveloppe sur l'assiette de père. Ceci est à toi, père, ai-je dit doucement. Puis je suis sorti. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en trombe de façon dramatique. J'ai simplement marché avec dignité hors de cette pièce et hors de cette maison tandis que, derrière moi, la conversation reprenait. Gêné et forcé. Dehors, j'ai sorti mon téléphone et passé un appel. C'est l'heure, ai-je dit quand la voix a répondu. Prenez tout. 2 pâtés de maison plus loin, un camion de déménagement qui avait attendu toute la soirée a démarré son moteur. Le trajet de retour à mon appartement m'a donné le temps de réfléchir, de laisser l'adrénaline retomber et la réalité de ce que je venais de faire s'installer. J'avais planifié ce moment pendant 4 ans, depuis la dernière fois que père m'avait humilié devant la famille. Mais planifier quelque chose et le faire réellement étaient 2 choses entièrement différentes. Mon appartement était une étude de minimalisme contrôlé, lignes épurées. Couleur neutre, chaque chose à sa place. C'était l'opposé de la maison familiale Whitlow, avec sa décoration excessive et sa présence écrasante. Ici, je pouvais respirer. Je me suis versé un verre de vin. Et me suis assise à mon bureau, sortant une boîte que j'avais gardée cachée dans mon placard pendant des années. À l'intérieur se trouvaient des journaux intimes, de vieilles lettres. Et des documents dont j'avais hérité de ma grand-mère, Béatrix, à sa mort il y a 3 ans. Béatrix avait été le seul membre de la famille qui me comprenait vraiment, qui voyait quelque chose en moi que les autres manquaient. Le premier journal que j'ai ouvert datait de mon adolescence, et je me suis retrouvé à lire une entrée de quand j'avais 16 ans, père m'a encore appelé un gâchis de potentiel aujourd'hui. Je lui ai dit que je ne voulais pas postuler en faculté de droit comme Everett, que je voulais étudier la roue. Peut-être l'informatique. Il a dit que je gâchais ma vie, que je n'arriverais jamais à rien si je ne suivais pas un chemin pratique. Maman est restée assise là, comme toujours. Parfois je me demande s'il serait plus heureux si je disparaissais simplement. Je me souvenais vivement de cette dispute. C'était la première fois que je lui avais vraiment tenu tête. Et la première fois que j'avais vu ce regard dans ses yeux, pas seulement de la déception, mais quelque chose de plus proche de la haine, comme si j'étais un affront personnel à tout ce qu'il avait construit. Mais c'était un souvenir plus ancien qui me hantait davantage. J'avais 8 ans. Assise dans la cuisine avec maman pendant qu'elle préparait le dîner. J'avais parlé de combien je me sentais différente du reste de la famille, de comment parfois je n'avais pas l'impression d'appartenir. Maman était devenue très silencieuse, très immobile. Puis elle avait dit quelque chose qui m'était resté pendant des années,
tu rappelles à ton père quelqu'un de son passé, quelqu'un qu'il préférerait oublier. J'avais demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle s'était refermée, changeant de sujet avec ce rire nerveux qu'elle utilisait quand elle en avait trop dit. J'ai mis le journal de côté et pris une lettre que je n'avais jamais ouverte, l'une des plusieurs qui avaient été scellées à la mort de Béatrix. Son écriture était tremblante mais déterminée. Ma très chère Camille, si tu lis ceci, alors je suis parti, et tu es assez grande pour supporter la vérité. Ton père a fait des choses terribles. Des choses qui détruiraient la famille si elle venait à la lumière. Mais tu as le droit de savoir qui tu es vraiment. Ce que Victor a fait en 1987 change tout. Ne fais pas confiance à la maison, ma chérie. Ne fais pas confiance aux histoires qu'ils t'ont racontées sur ta naissance. Et quoi que tu fasses, trouve la vérité sur ta sœur. Ta sœur, oui, tu as une sœur. Victor s'est assuré qu'elle disparaisse, tout comme il a essayé de te faire disparaître dans ta propre famille. Les documents dont tu as besoin sont dans le coffre-fort mural derrière mon portrait dans le bureau. La combinaison est ta vraie date de naissance, pas celle sur tes documents officiels. Je suis désolé de ne pas avoir pu te dire cela de mon vivant. J'étais une lâche. Mais toi, ma chère, tu es plus courageuse que nous tous. Avec amour et regret, Béatrix. Mes mains tremblaient. En posant la lettre. Une sœur. Une vraie date de naissance, différente de ce que j'avais toujours su. Les implications étaient stupéfiantes. Pendant ce temps, de retour à la maison familiale, je ne pouvais qu'imaginer le chaos que j'avais laissé derrière moi. Victor aurait ouvert l'enveloppe maintenant. À l'intérieur, il aurait trouvé un avis de révocation, des documents légaux qui le dépouillaient de la propriété de la maison et de sa collection de voitures anciennes, des propriétés et des actifs que j'avais discrètement transférés à son nom au fil des ans comme geste de tentative de réconciliation, espérant toujours que peut-être cette fois il me verrait comme digne de son amour. Mais j'avais gardé le pouvoir de les reprendre. Et ce soir, je l'avais fait. Je pouvais imaginer sa rage, la façon dont son visage deviendrait rouge. Le bruit du cristal se brisant alors qu'il jetterait son verre de vin. Maman essaierait de le calmer, Everett exigerait des explications, et Belle pleurerait probablement. Mais Lionus réfléchirait. Il avait toujours été l'observateur, celui qui remarquait des choses que nous autres manquions. Et il avait été silencieux ce soir, encore plus silencieux que d'habitude. Le lendemain matin, j'ai conduit à l'adresse que Béatrix avait écrite dans sa lettre, une modeste maison dans un quartier plus ancien de la ville où son ami Nan vivait encore. Nan avait maintenant dans les 80 ans, mais ses yeux étaient vifs alors qu'elle m'invitait à entrer pour le thé. Je me demandais quand vous viendriez, a-t-elle dit, s'installant dans son fauteuil avec un soupir. Béatrix a dit que vous finiriez par venir. Elle m'a laissé une lettre, ai-je dit, sur mon père, sur ce qui s'est passé en 1987. Nan a hoché la tête lentement. C'était une période sombre. Pour Victor. Il était jeune alors, peut-être 24, 25 ans, déjà marié à votre mère mais pas heureux à ce sujet. Sylvia était enceinte, mais elle a perdu le bébé. J'ai senti mon estomac se nouer. Elle a fait une fausse couche, à 5 mois de grossesse. Une petite fille. Sylvia était dévastée, alitée. Pendant des semaines. Victor était différent alors, désespéré de lui donner quelque chose pour combler ce vide. Différent comment? Les yeux de Nan sont devenus lointains. Il était impliqué avec des gens douteux à l'époque, des associés d'affaires qui ne posaient pas trop de questions sur la provenance des choses. Il y avait une clinique dirigée par un médecin qui, disons, était flexible sur la paperasse. Quel genre de clinique? Le genre qui aidait les gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et le genre qui aidait les gens qui avaient des enfants qu'ils ne voulaient pas garder. L'implication m'a frappé. Comme un coup physique. Vous voulez dire que j'ai été acheté? Pas acheté, a dit Nan doucement. Arrangé. Victor vous a ramené à la maison quand vous aviez à peine 3 jours, a dit à Sylvia que vous étiez un miracle, un cadeau. Elle était si reconnaissante, si désespérée d'être mère, qu'elle n'a jamais posé les bonnes questions.
Et ma mère biologique? Une jeune femme qui s'était mise dans le pétrin. Victor a fait disparaître ses problèmes, et elle a fait disparaître les siens. C'était censé être une transaction propre, mais quelque chose s'est mal passé. Nan a hoché la tête. Votre père a déjà effacé un enfant de sa vie avant même que vous n'arriviez. Et il a essayé de vous effacer aussi, à sa manière. J'ai quitté la maison de Nan avec plus de questions que de réponses, mais une chose devenait claire, tout ce que j'avais cru sur ma vie, sur ma famille, sur qui j'étais, avait été construit sur des mensonges. La photo était rangée dans une vieille boîte à bijoux qui avait appartenu à Béatrix, cachée derrière un double fond que j'ai découvert en fouillant dans ses affaires. Elle était délavée et jaunie par le temps, montrant un bébé enveloppé dans une couverture rose. Au dos, de l'écriture soignée de Béatrix, c'est 1993, 2 ans avant ma naissance. J'ai regardé cette photo pendant longtemps, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Un autre bébé. Un autre, c'est une autre fille avec laquelle Victor avait été impliqué d'une manière ou d'une autre. Mes mains tremblaient en appelant maman. Camille? La voix de Sylvia était tendue, épuisée. Chérie, ton père il est très contrarié par ce qui s'est passé hier soir. J'ai besoin de te parler, ai-je dit, pas de père. De moi. De ma naissance. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Je ne peux pas, a-t-elle finalement murmuré. Maman, j'ai trouvé la lettre de Béatrix. C'est pour la fausse couche. Je sais pour la clinique. J'ai entendu sa brusque inspiration, puis ce qui ressemblait à des sanglots. S'il te plaît, ai-je dit doucement, j'ai besoin de comprendre qui je suis. 1 heure plus tard, maman était assise dans mon salon, paraissant plus petite et plus fragile que je ne l'avais jamais vue. Elle serrait un mouchoir dans ses mains, son alliance captant la lumière alors qu'elle tordait nerveusement ses doigts. Je l'ai perdue. À 22 semaines, a-t-elle dit doucement. Nous allions l'appeler Catherine. Je l'ai tenue. Tu sais. Elle était si petite, mais elle était parfaite. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. La douleur dans sa voix était à vif, même après toutes ces années. Ton père était différent à l'époque, plus doux. Je pensais que quand il t'a ramené à la maison, il a dit que tu étais destiné à être à nous, que Dieu avait pris Catherine pour que nous puissions t'avoir à la place. Mais tu soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Tu ne ressemblais à aucun de nous deux, cheveux foncés alors que nous sommes tous blonds. Yeux verts alors que les nôtres sont bleus. Mais je voulais tellement croire que tu étais destinée à être mienne. Qu'est-ce qui t'a fait commencer à te poser des questions? Tu avais environ 5 ans quand j'ai surpris Victor parlant à quelqu'un au téléphone. Il était en colère, inquiété. Détail en suspens et de garder l'histoire cohérente. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il est devenu furieux. A dit que j'étais paranoïaque, que je devrais être reconnaissante pour ce que nous avions. J'ai tendu la main. Et pris la sienne. Maman, j'ai fait un test ADN. Son visage est devenu blanc. Tu n'es pas ma mère biologique, ai-je dit doucement, mais tu es toujours ma mère. Tu m'as élevé. Tu m'as aimé. Tu as essayé de me protéger. Je t'ai déçu, a-t-elle murmuré. Je l'ai laissé te traiter comme il l'a fait. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'avais trop peur de creuser plus profondément, trop peur de te perdre. Tu ne m'as pas déçu. Tu as fait de ton mieux dans une situation impossible. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment, toutes les deux en train de digérer le poids de 30 ans de mensonges. Il y a autre chose, ai-je dit. Finalement. Béatrix a mentionné une sœur. Maman avait l'air confuse. Quelle sœur? Je pense qu'il y avait un autre bébé avant moi, quelqu'un avec qui père était impliqué, quelqu'un qui a disparu. Avant que maman puisse répondre, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif régional local. Allô? Est-ce Camille Witt? La voix était féminine, incertaine. Oui, qui est-ce? Mon nom est Marley Davis. J'ai obtenu votre numéro sur un site de généalogie.
Je pense. Je pense que nous pourrions être sœurs. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Je cherche ma famille biologique depuis des années. Votre nom est apparu comme une correspondance ADN, et quand j'ai vu votre photo sur le site web de votre entreprise, nous ressemblons beaucoup. Elle avait raison. Quand nous nous sommes rencontrés dans un café le lendemain, c'était comme regarder une version légèrement plus âgée de moi-même, mêmes cheveux foncés. Mêmes yeux verts, même menton têtu. Marley avait 31 ans, une journaliste qui avait passé sa vie à rebondir entre les foyers d'accueil avant de quitter le système à 18 ans. Je suis né en 1993, a-t-elle dit, remuant nerveusement son café. Aucune trace de mes parents biologiques, aucune information sur la raison pour laquelle j'ai été abandonné. Juste une note qui disait que l'adoption avait été arrangée en privé. C'était l'année sur la photo, ai-je dit, lui montrant la photo de la boîte à bijoux de Beatrix. Ses yeux se sont agrandis. C'est moi. J'en suis sûr. J'ai la même couverture dans mes dossiers de placement. Alors tu es la première fille, celle que père a effacée. La mâchoire de Marley s'est crispée. Et tu es le remplacement qu'il a acheté pour rendre sa femme heureuse. Nous avons passé des heures à comparer nos notes, à construire une chronologie des actions de Victor au début des années 90. Marley avait fait des recherches approfondies sur la clinique qui avait géré son adoption, pour découvrir qu'elle avait été fermée en 1995 sur fond d'allégations de pratiques illégales. Votre père était l'un des investisseurs, a-t-elle dit, faisant glisser un dossier sur la table. Je suis ses implications depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient des documents qui dressaient un portrait du jeune Victor, ambitieux, impitoyable, prêt à prendre des raccourcis pour obtenir ce qu'il voulait. La clinique avait été un investissement secondaire, quelque chose qui lui avait rapporté de l'argent tout en résolvant ses problèmes personnels. Il a dû paniquer quand tu es apparu sur les sites de généalogie, ai-je dit, où il l'aurait fait. S'il l'avait su. Mais j'ai été prudente, utilisant mon nom d'adoption, ne mentionnant pas le lien Whitlow jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, a-t-elle convenu. Pendant ce temps, de retour à la maison familiale, mes frères avaient leur propre révélation. Lionus avait apparemment décidé de rompre son silence habituel et de confronter Everett à propos de la réaction de la famille à ma sortie dramatique. Selon un SMS de Lionus plus tard. Dans la soirée, Everett avait été furieux non pas contre père pour son toast cruel, mais contre moi. Pour avoir embarrassé la famille devant ses associés d'affaires. Il avait commencé à passer des appels à ses contacts dans l'immobilier et la finance, essayant de comprendre comment j'avais réussi à réaliser la manœuvre légale avec la maison et les voitures. Mais Lionus avait lâché sa propre bombe. Il avait trouvé des documents il y a des années, des papiers cachés dans le bureau de père qui mentionnaient mon adoption. Il avait été trop jeune pour comprendre ce qu'ils signifiaient à l'époque et trop effrayé pour les évoquer. En vieillissant. J'aurais dû te le dire, a-t-il texté. J'ai été un lâche. Tu te protégeais, ai-je répondu. Je comprends. Mais j'en avais fini d'être compréhensive. J'en avais fini d'être le sale secret de la famille, le rappel du passé honteux de Victor. S'il voulait m'effacer, il allait apprendre que certaines choses ne peuvent pas être défaites. Marley et moi avons passé la semaine suivante à rassembler des preuves. Elle avait des contacts dans le journalisme, des gens qui savaient comment fouiller dans les archives publiques et trouver les histoires que les gens puissants essayaient d'enterrer. J'avais des compétences techniques et des ressources qui pouvaient nous aider à reconstituer la piste numérique des activités passées de Victor. Ce que nous avons trouvé était pire que ce que l'une ou l'autre d'entre nous avait imaginé. La clinique n'avait pas seulement été une question d'adoptions illégales, elle faisait partie d'un réseau plus vaste qui trafiquait des bébés. À travers les frontières des États, falsifiait des actes de naissance et détruisait des dossiers pour couvrir leurs traces. Victor avait été plus qu'un simple investisseur, il avait été activement impliqué dans les opérations. Et nous n'étions pas ses seules victimes. Il y avait au moins une douzaine d'autres enfants dont les origines pouvaient être retracées jusqu'à la clinique, tous placés dans des familles qui avaient payé pour le privilège de « pas de questions posées ». Il a construit toute sa vie en effaçant les gens
a dit Marley alors que nous étions assises dans mon appartement, entourés de documents et de photos. D'abord. Moi, puis toi d'une manière différente, probablement d'autres dont nous ne savons même pas l'existence. Plus maintenant, ai-je dit, attrapant mon ordinateur portable. Il est temps d'arrêter d'être effacé. Le plan que nous avons élaboré était simple mais dévastateur. Victor devait organiser son gala de charité annuel dans 2 semaines, un événement très médiatisé auquel assisteraient des politiciens locaux, des chefs d'entreprise et des personnalités des médias, le public parfait pour le genre de révélation qui détruirait non seulement sa réputation, mais aussi son héritage. Es-tu sûr de cela, a demandé Marley alors que nous finalisions nos préparatifs. Une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta famille ne te pardonnera jamais. J'ai pensé au toast de père. À 30 ans passés à me sentir comme si je n'avais pas ma place, à tous les autres enfants qui avaient été effacés ou déplacés pour servir ses ambitions. Bien, ai-je dit. J'en ai fini de demander leur pardon. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Marley et moi avions commencé notre enquête, et nous avions rassemblé suffisamment de preuves pour détruire la vie soigneusement construite de Victor. Notre plan était élégant dans sa simplicité, utiliser son propre gala de charité contre lui, transformer son moment de gloire publique en sa chute. Le gala annuel de la Fondation Wicklow était le joyau de la couronne de Victor, l'événement où il jouait au philanthrope pour les caméras tout en côtoyant l'élite de la ville. Le thème de cette année était « Construire des familles plus fortes », ce qui ressemblait à une justice cosmique compte tenu de ce que nous étions sur le point de révéler. Marley avait utilisé ses accréditations de journaliste pour nous obtenir des laissez-passer de presse. Elle avait convaincu son rédacteur en chef qu'il pourrait y avoir une histoire digne d'être couverte, et nous avions passé des jours à répéter notre approche. Le plan était chirurgical, attendre le moment parfait, puis faire exploser tout ce que nous avions découvert de la manière la plus publique possible. Je me tenais devant le miroir de ma salle de bain ce soir-là, appliquant du rouge à lèvres avec des mains assurées. Mon reflet me regardait, calme, déterminé, prête. Je portais une robe bleu marine qui inspirait le respect sans être tape à accent grave l'œil, mes cheveux foncés tirés en un chignon élégant. Je ressemblais à quelqu'un que vous prendriez au sérieux, quelqu'un dont les mots avaient du poids. La grande salle de bal de l'hôtel Riverside était transformée en la vision d'élégance de Victor, des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des tables drapées de lin blanc, chaque centre de table étant un bouquet soigneusement arrangé de roses blanches et de gypsophiles. L'ironie du gypsophile ne m'avait pas échappé. J'ai observé de l'autre côté de la pièce ma famille travailler la foule. Everett se déplaçait entre les groupes d'avocats et de juges, sa femme, Rachel, à ses côtés, jouant l'épouse politique parfaite. Belle posait pour des photos avec des influenceurs locaux, son sourire éclatant et rodé. Même Lionus était là, l'air mal à l'aise dans son costume de cérémonie mais représentant consciencieusement la famille. Victor se tenait au centre de tout cela, resplendissant dans son smoking sur mesure, acceptant les félicitations et les louanges de tous ceux qui l'approchaient. C'était son élément, être admiré, être célébré, être vu comme le pilier de la communauté qu'il avait travaillé si dur à devenir. Sylvia se tenait à ses côtés, élégante. En vert émeraude, mais je pouvais voir la tension autour de ses yeux. Elle avait été différente depuis notre conversation, plus silencieuse, plus renfermée. Le poids de porter 30 ans de mensonges commençait enfin à se voir. Tu es prête pour ça, m'a murmuré Marley à côté. Elle s'était teint les cheveux en blond pour la soirée et portait des lunettes, un simple déguisement qui la faisait ressembler à n'importe quel autre journaliste couvrant l'événement. Je suis prête depuis 4 ans, ai-je répondu. La soirée a suivi son schéma prévisible, cocktail, dîner, discours sur l'importance des dons caritatifs et du soutien communautaire. Les remarques liminaires de Victor étaient magistrales, pleines de gratitude humble et de vision inspirante. Il a parlé de construire des familles plus fortes, de donner à chaque enfant la chance de s'épanouir, du travail de la Fondation pour soutenir les services d'adoption. J'ai failli m'étouffer avec mon vin à cette dernière partie. Et maintenant, a annoncé Victor, sa voix portant à travers la salle de bal silencieuse,
j'aimerais partager une présentation spéciale sur les familles que nous avons aidées cette année. Les lumières se sont tamisées, et un écran est descendu du plafond. C'était notre moment. Marley s'est éclipsée de notre table et s'est dirigée vers la cabine des médias, où l'équipe audiovisuelle gérait la présentation. J'avais piraté leur système plus tôt, téléchargeant nos propres fichiers et les configurant pour remplacer le diaporama prévu. La première diapositive est apparue, une photo de la clinique d'adoption Riverside, vers 1993. Des murmures ont parcouru la foule alors que les gens essayaient de comprendre ce qu'ils voyaient. Mesdames et messieurs, ai-je dit, me levant et projetant ma voix à travers la pièce, permettez-moi de vous présenter le vrai Victor Whitlow. La diapositive suivante montrait des documents financiers liant Victor aux opérations de la clinique. Puis sont venus des témoignages d'anciens membres du personnel. Des documents détaillant des adoptions illégales, des registres d'actes de naissance falsifiés. Le visage de Victor est devenu blanc, puis rouge, puis d'un violet marbré qui m'a fait craindre qu'il ne fasse une attaque là sur scène. Qu'est-ce que c'est, a-t-il exigé, mais sa voix a été noyée par les halètements et les murmures choqués du public. La dernière diapositive était un acte de naissance, le mien, montrant les fausses informations qui avaient été utilisées pour créer mon identité légale. À côté se trouvait une photo de Marley bébé, avec des documents montrant comment elle avait été enlevée à sa mère biologique et placée dans le système de placement familial lorsque la famille qui avait payé pour elle n'avait pas pu finaliser la transaction. Mon nom est Camille Witt, ai-je annoncé à la foule stupéfaite, et je suis l'une des victimes de Victor Whitlow. La fille qu'il a achetée pour remplacer l'enfant que ma mère avait perdu, le rappelle que toutes les graines ne prennent pas racine. Le chaos a éclaté. Les journalistes se sont précipités avec des appareils photo et des microphones. Les associés d'affaires de Victor ont commencé à s'éloigner de lui comme si ses crimes étaient contagieux. Sylvia s'est effondrée sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Mais le coup de grâce était encore à venir. Et si cela ne suffit pas, a dit Marley, s'avançant et retirant ses lunettes, j'ai des preuves audio de Monsieur Witt tentant de soudoyer un ancien employé de la clinique le mois dernier. Elle a appuyé sur lecture sur un petit appareil. Et la voix de Victor a rempli la salle de bal à travers le système de sonorisation, quoi qu'il en coûte pour garder cela secret. Peu m'importe ce que ça coûte. Ma réputation, l'avenir de ma famille, tout dépend de ce que cela reste. Enterré. L'enregistrement avait été obtenu par une ancienne infirmière qui avait contacté Marley après avoir vu ses premières demandes de renseignements sur la clinique. La femme portait la culpabilité depuis des décennies concernant son implication, et lorsque Victor l'avait approchée avec de l'argent pour qu'elle se taise, elle avait eu la présence d'esprit d'enregistrer la conversation. Victor a essayé de parler, d'expliquer, de manipuler le récit, mais le mal était fait. Des gardes de sécurité se dirigeaient déjà vers lui, et je pouvais voir des gyrophares à l'extérieur des fenêtres. Quelqu'un avait appelé la police. Le visage d'Everett était un masque d'horreur et de calcul. Je pouvais le voir essayer de comprendre comment se distancer du scandale familial, comment protéger sa propre carrière des retombées. Il a croisé mon regard à travers la pièce, et pendant un instant, son masque est tombé. « Camille » a-t-il crié, se frayant un chemin à travers la foule vers moi. Peut-être que nous pourrions en parler, reconstruire la famille, tu sais, repartir à zéro. La note désespérée dans sa voix était presque drôle. C'était le même frère qui avait passé toute notre enfance à me mépriser. Qui était resté là pendant que Victor m'humiliait, qui avait été en colère contre moi quelques semaines auparavant pour avoir embarrassé la famille. Maintenant qu'il voyait de quel côté le vent tournait, soudain il voulait être de mon côté. Le temps de la reconstruction était il y a 30 ans, ai-je dit, quand j'avais besoin d'une famille qui m'aimerait au lieu de me tolérer. Belle était devenue complètement pâle, chancelant sur ses pieds alors que la réalité de ce que cela signifiait pour son image publique soigneusement entretenue s'imposait. Son téléphone bourdonnait constamment, probablement des notifications de ses comptes de médias sociaux alors que l'histoire se propageait en ligne. Cela va tout ruiner, a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur son visage. Ma carrière, ma réputation. Ta réputation était de toute façon construite sur un mensonge, ai-je dit, sans méchanceté.
Peut-être que maintenant tu pourras découvrir qui tu es vraiment. Quand tu ne joues pas pour les caméras. Mais c'est Lionus qui m'a le plus surprise. Pendant que le reste de la famille s'effondrait autour de nous, il a traversé calmement la salle de bal et s'est tenu à côté de moi. J'aurais dû faire ça il y a des années, a-t-il dit doucement. J'aurais dû te défendre. Tu n'étais qu'un enfant, Lionus. Ce n'était pas ton combat. Il l'est maintenant. La police est arrivée et a commencé à interroger Victor, mais son avocat est apparu, apparemment de nulle part, lui conseillant de ne rien dire. Alors qu'il l'emmenait menotter, il m'a regardé. Une dernière fois. Tu as toujours été la Whitlow la plus dangereuse, a-t-il dit, et malgré tout, il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté dans sa voix. Les semaines qui ont suivi le gala ont été un tourbillon d'attention médiatique, de procédures judiciaires et de retombées familiales. L'histoire avait tout ce que les journalistes aimaient, richesse, scandale, secrets de famille et bébés volés à leur mère. Elle est devenue nationale. En quelques jours, puis internationale, alors que des histoires similaires commençaient à émerger d'autres villes où la clinique avait opéré. Je me suis retrouvé au centre d'une tempête médiatique à laquelle je ne m'étais pas entièrement préparé. Des journalistes campaient devant mon immeuble, voulant des interviews sur mon expérience d'avoir grandi comme la fille achetée de Victor. J'ai donné quelques interviews soigneusement choisies, en veillant toujours à souligner le problème plus large. Des pratiques d'adoption illégales plutôt que simplement mon histoire personnelle. Mais le travail le plus important se déroulait dans les coulisses. Marley avait quitté son emploi régulier pour se consacrer à plein temps au reportage d'investigation sur le réseau de la clinique. Son histoire initiale lui avait valu une place dans un grand journal, et elle utilisait cette plateforme pour aider d'autres victimes à retrouver leur famille biologique. Nous avons identifié 17 autres enfants jusqu'à présent, m'a-t-elle dit autour d'un café un matin, étalant des photos sur la table entre nous. Tous placés par la clinique entre 1985 et 1995, j'ai étudié les visages des bébés qui étaient devenus adultes, tous portant les mêmes questions sur leurs origines qui m'avaient hanté toute ma vie. As-tu pu réunir certains d'entre eux? 3 jusqu'à présent. 2 autres ont retrouvé leur mère biologique, mais les mères ne veulent pas de contact. Le traumatisme est profondé. De côté. Je comprenais cela. Les mères biologiques avaient été jeunes, désespérées, souvent contraintes d'abandonner leurs enfants. Toutes n'étaient pas prêtes à affronter le passé, même si cela signifiait renouer avec les enfants qu'elle avait perdus. Ma propre mère biologique restait un mystère. Les dossiers de la clinique avaient été délibérément détruits, et les quelques membres du personnel survivant ne pouvaient ou ne voulaient pas l'identifier. Mais Sylvia m'avait donné un nom, Ranata, et une histoire qui m'a brisé le cœur. Elle avait environ 19 ans, m'avait raconté maman lors d'une de nos longues conversations. Ton père a dit qu'elle venait d'un autre état, qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'un bébé. Il a fait croire que nous lui rendions service. Penses-tu qu'elle voulait m'abandonner? Je ne sais pas, chérie. J'étais si désespéré de croire à l'histoire que je n'ai jamais posé les questions difficiles. La relation avec Sylvia était devenue compliquée d'une manière que j'essayais encore de naviguer. Elle n'était pas ma mère biologique, mais elle m'avait élevé, m'avait aimé à sa manière limitée. Avait essayé de me protéger des pires impulsions de Victor. La révélation de mon adoption l'avait libérée à certains égards. Elle avait finalement demandé le divorce et vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, reconstruisant sa vie à 58 ans. Belle avait sombré dans la foulée du gala. Son empire sur les médias sociaux s'était effondré presque du jour au lendemain alors que les sponsors retiraient leur soutien et que les abonnés abandonnaient ses comptes. Elle a complètement disparu de la scène publique, se serait enregistrée dans un centre de traitement pour anxiété et dépression. J'avais de la peine pour elle d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Oui, elle avait fait partie de la dynamique familiale qui avait rendu mon enfance misérable, mais elle avait aussi été victime du besoin de Victor de contrôler et de manipuler. Elle avait passé toute sa vie à jouer pour son approbation, sans jamais savoir que toute la fondation était construite sur des mensonges. Everett s'en était mieux sorti, du moins professionnellement. Son cabinet d'avocats s'était
distancié du scandale familial, et il avait réussi à garder la plupart de ses clients en se positionnant comme une autre victime de la tromperie de Victor. Mais notre relation était irréparable. Il avait montré son vrai visage pendant la crise, se souciant davantage de protéger sa réputation que de rechercher la justice ou de soutenir les membres de la famille qui avaient été blessés. C'est Lionus qui m'a le plus surprise dans les semaines qui ont suivi le gala. Il était devenu une présence régulière dans ma vie, passant à mon appartement pour prendre de mes nouvelles, m'aidant à gérer l'attention des médias. Aidant même Marley dans ses recherches. J'ai besoin de comprendre de quoi je faisais partie, m'a-t-il dit, de quoi nous faisions tous partie. Il avait quitté la maison familiale et séjournait dans ma chambre d'amis pendant qu'il réfléchissait à ses prochaines étapes. L'arrestation de Victor avait perturbé son financement universitaire. Mais Lionus avait découvert une indépendance farouche que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Je ne veux pas de son argent de toute façon, a-t-il dit un soir alors que nous mangions des plats chinois à emporter sur mon canapé. Je préférerais travailler pour payer mes études plutôt que de lui devoir quoi que ce soit. Et tes recherches en physique? Je trouverai un autre moyen. Peut-être que toute cette expérience me donnera une perspective différente sur ce que je veux étudier. Psychologie, peut-être, ou travail social. L'affaire pénale contre Victor avançait lentement mais sûrement. Le procureur de district l'avait inculpé de fraude, de complot et de violation des lois sur l'adoption. Son avocat plaidait pour un accord de plaidoyer, mais les preuves étaient accablantes et la pression publique intense. On m'avait demandé de témoigner, mais j'ai décliné. Les procureurs comprenaient ma position. J'avais déjà dit tout ce qui devait être dit au gala, et me forcer à revivre le traumatisme au tribunal n'ajouterait pas grand-chose à leur dossier. Au lieu de cela, je me concentrais sur quelque chose de plus constructif. Utilisant l'héritage de Béatrix, qui s'était avéré valoir considérablement plus que quiconque ne l'avait réalisé, je lançais une fondation pour aider d'autres victimes de pratiques d'adoption illégale. Les œuvres d'art seules étaient évaluées à plus de 3 millions de dollars, et je prévois de vendre la plupart d'entre elles pour financer l'organisation. Es-tu sûr de cela, a demandé Marley quand je lui ai parlé de mes projets. Cet argent pourrait te mettre à l'abri pour la vie. Je n'ai pas besoin d'être mise à l'abri pour la vie, ai-je dit. J'ai besoin de sentir que ma vie a un sens. La fondation fournirait une assistance juridique aux adoptés à la recherche de leur famille biologique, un soutien aux parents biologiques qui avaient été contraints d'abandonner leurs enfants, et un plaidoyer pour des réglementations d'adoption plus strictes. Nous financerions également des tests ADN et des recherches généalogiques pour les victimes de stratagèmes d'adoption illégale. Mais le travail le plus important était peut-être émotionnel. J'avais commencé à suivre régulièrement une thérapie, traitant enfin 30 ans de sentiment d'être indésirable et déplacé. Le docteur Sarah Chen m'aidait à comprendre que ma valeur n'était pas déterminée par l'opinion de Victor à mon sujet, que je pouvais construire ma propre identité distincte de la famille qui ne m'avait jamais vraiment accepté. Vous avez passé toute votre vie à essayer de gagner l'amour de personnes incapables de le donner, m'a-t-elle dit lors d'une séance. Maintenant, vous allez apprendre ce que cela fait de s'aimer et de s'accepter soi-même. C'était plus difficile que cela n'y paraissait. 30 ans de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais lentement, je commençais à comprendre que le problème n'avait jamais été moi. Le problème avait été un système familial construit sur des mensonges, la manipulation, et le besoin désespéré de maintenir une façade parfaite. La vraie percée est venue lorsque j'ai donné mon premier discours public sur l'expérience. C'était lors d'une conférence pour les adoptés et les parents biologiques, et j'étais terrifié. Mais debout à ce podium, regardant des visages qui reflétaient mes propres luttes, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. L'appartenance. Vous n'êtes pas brisé, ai-je dit au public. Vous n'êtes pas une erreur. Parfois, la famille que nous trouvons est plus forte que celle dans laquelle nous sommes nés ou forcés. Et parfois, le plus grand cadeau que nous puissions nous faire est la permission d'arrêter d'essayer de réparer des relations qui n'ont jamais été saines au départ. L'ovation debout qui a suivi était écrasante. Après, des dizaines de personnes m'ont approché avec leurs propres histoires,
leur propre lutte avec l'identité et l'appartenance. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. 6 mois s'étaient écoulés depuis là. Nuit qui avait tout changé, et je me suis surprise à penser aux fins non pas au genre dramatique et explosif qui fait de la bonne télévision, mais au genre silencieux et graduel qui se produit dans la vraie vie lorsque la poussière retombe et que vous devez déterminer ce qui vient ensuite. Le procès de Victor s'était terminé il y a 3 semaines. Il avait été condamné à 8 ans de prison fédérale pour fraude et complot, avec des accusations supplémentaires de l'État en attendant 3 autres juridictions où la clinique avait opéré. Le juge avait été particulièrement sévère, notant que ces crimes avaient affecté les membres les plus vulnérables de la société, les enfants et les mères désespérées. Je n'avais pas assisté au prononcé de la peine, mais Marley y était en tant que journaliste. Elle m'a dit que Victor avait l'air plus petit en quelque sorte, diminué par la combinaison orange et le poids de ses secrets exposés. Il n'avait fait aucune déclaration, n'avait offert aucune excuse, avait simplement accepté son sort avec le même calcul froid qu'il avait apporté à tout le reste de sa vie. Mais c'est la lettre qu'il m'avait envoyée de prison qui m'est vraiment restée. Elle était arrivée 2 jours après sa condamnation, écrite de sa main familière et précise sur du papier à en-tête de l'établissement. Camille, je n'insulterai pas ton intelligence en prétendant que je suis désolé. Nous savons toutes les deux que je ne suis pas désolé pour ce que j'ai fait. Je suis désolé de m'être fait prendre. Tu m'as surpassé, et je respecte cela plus que tu ne pourrais attendre. Tu as toujours été la Whitlow la plus dangereuse. Je l'ai vu en toi dès le début, ce refus obstiné d'accepter ce qu'on te disait, ce besoin de creuser plus profondément et de poser des questions inconfortables. C'est pourquoi je n'ai jamais pu t'aimer comme tu le voulais. Tu me ressemblais trop. J'espère que tu utiliseras cette tendance dangereuse mieux que je ne l'ai fait. Victor. J'avais lu cette lettre une 12aine de fois, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Trop comme lui? Je ne lui ressemblais en rien. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être son opposé. Mais alors j'avais réalisé qu'il parlait de la poursuite implacable de la vérité, du refus d'accepter les mensonges commodes, de la volonté de tout brûler. Si c'était ce qu'il fallait pour exposer ce qui était caché en dessous. C'étaient les qualités qui avaient fait tomber son monde soigneusement construit, et à sa manière tordue, il reconnaissait que je les avais hérités. De lui non pas biologiquement, je savais maintenant que nous ne partagions aucun ADN, mais culturellement. Environnementalement, façonné par le fait d'avoir grandi dans sa maison et d'avoir observé ses méthodes même si je rejetais ses valeurs. L'ironie ne m'avait pas échappé. En essayant de m'effacer de sa famille parfaite, il avait créé la personne même qui finirait par exposer tous ses secrets. Marley avait remporté un prix Pulitzer pour sa série d'enquêtes sur les réseaux d'adoption illégale. Elle avait utilisé cette plateforme pour plaider en faveur de changements législatifs, travaillant avec les législateurs pour combler les lacunes qui avaient permis à des opérations comme la clinique de prospérer. Son travail avait déjà conduit à des réformes dans 6 États, avec d'autres législations en attente. Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi, m'a-t-elle dit lors de la cérémonie de remise des prix. Tu as allumé la mèche qui a tout fait tomber. Nous l'avons allumée ensemble, ai-je répondu, et nous allons continuer à nous battre ensemble. La fondation prospérait au-delà de mes attentes les plus folles. Nous avions aidé à réunir 43 familles jusqu'à présent, fourni une assistance juridique à des dizaines d'adoptés à la recherche de leurs origines, et financé des recherches sur de meilleurs systèmes de soutien pour tous les membres du triangle de l'adoption. Le travail était dur, souvent déchirant, mais profondément significatif. Lionus était devenu mon partenaire commercial non officiel, utilisant son esprit analytique pour aider à organiser nos données et nos recherches. Il avait changé ça majeur pour le travail social et faisait du bénévolat à la fondation tout en terminant son diplôme. Le frère calmé, mystérieux avec lequel j'avais grandi avait évolué en un défenseur passionné des droits de l'enfant. Je pense que c'est ce que j'étais censé faire, m'a-t-il dit un soir alors que nous travaillions tard au bureau de la fondation. Toutes ces années à observer et à ne pas parler, peut-être que c'était une préparation pour cela. Sylvia avait trouvé son propre chemin vers la guérison.
Elle avait lancé un groupe de soutien pour les mères ayant subi une perte de grossesse, utilisant son histoire pour aider les autres à surmonter leur deuil. Le divorce avait été finalisé, et elle sortait avec un homme gentil qui possédait une librairie et la traitait avec un respect doux qu'elle n'avait jamais reçu de Victor. « J'aurais dû mieux te protéger. » m'a-t-elle dit lors d'un de nos déjeuners mensuels. J'aurais dû poser des questions plus difficiles, exiger de vraies réponses. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais, ai-je dit, et tu m'as donné le seul véritable amour maternel que j'ai jamais eu. Cela compte toujours. Belle était sortie de traitement 6 mois plus tard, l'air fragile mais authentique d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait lancé un blog sur la guérison du perfectionnisme et du besoin de plaire aux autres, partageant son histoire avec une vulnérabilité qui était à l'opposé de son ancien contenu soigné. J'ai passé toute ma vie à jouer pour un public, avait-elle écrit dans un article. Maintenant, j'apprends ce que cela fait d'être simplement moi-même, même quand moi-même est désordonnée et imparfaite et pas particulièrement photogénique. Elle m'a contacté timidement, demandant si nous pouvions parler. La conversation avait été gênante et douloureuse, pleine d'excuses et d'explications qui ne pouvaient pas annuler 30 ans de dysfonctionnement familial. Mais c'était un début. Everett restait distant, concentré sur la reconstruction de sa carrière et la protection de ce qui restait de sa réputation. Nous avions échangé quelques courriels civils sur des questions juridiques liées à la succession, mais il n'y avait pas de chaleur là-bas, pas de désir de réconciliation. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. J'avais finalement trouvé la tombe de ma mère biologique dans une petite ville à 3 heures de route. Ranata Sullivan était morte dans un accident de voiture à l'âge de 26 ans. Seulement 6 ans après ma naissance. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'autres enfants. N'avait jamais eu la chance de se demander ce qui était arrivé au bébé qu'elle avait été forcée d'abandonner. J'étais resté devant sa pierre tombale. Un froid matin de février, tenant des fleurs et essayant d'imaginer la jeune femme qui m'avait porté pendant 9 mois. Qui m'avait donné naissance, qui avait dû regarder des étrangers m'emmener. J'ai réussi, avais-je murmuré à la stèle de marbre. J'ai survécu. Et j'aide d'autres personnes à survivre aussi. J'espère que cela t'aurait rendu fier. Le développement le plus surprenant avait été ma relation croissante avec certaines des autres victimes des opérations de la clinique. Nous avions formé un réseau de soutien informel, partageant des histoires et des ressources, célébrant les victoires de chacun dans la reconstruction de nos vies. L'un d'eux, un homme nommé David qui avait été adopté par une famille en Oregon, était devenu particulièrement proche. Il comprenait les défis uniques de grandir en se sentant comme si on n'appartenait pas, de porter des questions sur son identité auxquelles on ne pouvait pas répondre par de simples explications. Nous sommes les chanceux, m'a-t-il dit lors d'un dîner. La semaine dernière. Nous avons découvert la vérité. Nous nous sommes trouvés. Nous avons transformé notre douleur en objectif. Il avait raison. Malgré tous les traumatismes et les bouleversements, je me sentais plus ancré maintenant que je ne l'avais jamais été en grandissant dans la maison Whitlow. Je savais qui j'étais, pas la fille indésirable de Victor ou l'enfant de remplacement de Sylvia, mais Camille, une femme qui avait survécu et prospéré et construit quelque chose de significatif à partir des décombres de ses origines. La fondation avait reçu un don important d'une source inattendue. La collection d'art de Beatrix s'était vendue encore plus cher que prévu, et un riche collectionneur avait été si ému par notre histoire qu'il avait égalé la totalité des recettes. Nous avions maintenant suffisamment de fonds pour nous étendre à l'échelle nationale, pour aider les victimes de pratiques d'adoption illégales à travers le pays. J'avais commencé à écrire des mémoires sur l'expérience, travaillant avec un éditeur spécialisé dans les récits de traumatismes familiaux. Le livre s'appellerait « L'erreur qui n'en était pas une », et tous les profits iraient à la fondation. Mais la vraie victoire n'était pas dans l'argent ou l'attention des médias ou même la condamnation pénale. C'était dans les moments de paix silencieux que j'avais trouvé la capacité de me réveiller le matin sans le poids d'essayer de gagner l'amour de personnes incapables de le donner. J'étais retourné au domaine familial une dernière fois après que la banque eut saisi et avant que les nouveaux propriétaires ne prennent possession.
La maison était vide, dépouillée de ses meubles et œuvres d'art coûteux, de tous les signes extérieurs de richesse qui avaient autrefois semblé si importants pour Victor. J'avais traversé les pièces où j'avais passé mon enfance à me sentir comme une étrangère, me souvenant de toutes les fois où j'avais tant essayé de m'intégrer, d'être digne d'amour et d'acceptation. Maintenant, la maison semblait plus petite en quelque sorte, moins imposante, juste une coquille vide qui avait autrefois contenu trop de mensonges. Dans la salle à manger, où Victor avait prononcé son toast cruel, j'ai placé un seul objet sur la cheminée, l'enveloppe originale que je lui avais donnée ce soir-là, celle qui avait tout déclenché. Que les nouveaux propriétaires s'interrogent sur sa signification. Que ce soit un rappel que certains secrets ont des conséquences qui résonnent à travers le temps. Debout sur le seuil, regardant en arrière. L'endroit qui avait façonné tant de ma douleur, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais jamais. La gratitude. Pas pour la douleur elle-même, mais pour ce qu'elle m'avait appris sur la résilience, sur le pouvoir de la vérité. Sur l'importance de la famille choisie par rapport à l'obligation biologique. Victor avait eu raison sur une chose, j'étais dangereuse pour les gens qui construisaient leur vie sur des mensonges, qui gagnaient du pouvoir en effaçant les autres, qui pensaient pouvoir contrôler et manipuler sans conséquence. Mais j'étais aussi quelque chose qu'il n'avait jamais compris. J'étais libre. Libre du besoin de son approbation, libre du poids des attentes familiales qui n'avaient jamais correspondu, libre de construire une vie basée sur mes propres valeurs plutôt que sur la vision de quelqu'un d'autre de qui je devrais être. Il ne m'avait plus jamais parlé après cette nuit au gala, ni pendant l'enquête, ni pendant le procès, ni même dans sa lettre. Mais dans ce silence, j'avais entendu tout ce que j'avais besoin de savoir. J'avais entendu la reconnaissance. J'avais entendu la défaite. J'avais entendu le son d'un homme qui avait finalement rencontré quelqu'un qu'il ne pouvait pas effacer, ne pouvait pas diminuer, ne pouvait pas faire disparaître. Et dans ce silence, j'avais trouvé ma voie. Que feriez-vous si vous découvriez que les personnes qui vous ont élevé avaient construit leur amour sur une base de mensonges et que vous aviez le pouvoir de tout exposer? Si le parcours de Camille pour découvrir les secrets de famille et trouver sa véritable identité a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur le courage qu'il faut pour réécrire sa propre fin.